Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus SEO de l'association du SEO Camp. Alors aujourd'hui, les actus du 28 décembre qu'on enregistre le 24, d'où ce petit costume de Noël. Joyeux Noël à tous. Alors, aujourd'hui un programme un petit peu chargé. Alors on a aujourd'hui David Shelley, Patrick Valibus, Kevin de Dot Market, Baptiste et Abdel qui sont avec nous. Bonjour à tous messieurs, eh bien je vais tout de suite te donner la main David pour tes actus de la semaine. Alors merci Christophe. Donc dans les noms de domaine, il s'est passé quelque chose d'assez sympa cette semaine, c'est la deuxième vente de l'année. Donc un nom de domaine s'appelle gobet.com qui a terminé à un prix que vous pouvez même pas imaginer je pense, c'est 850 000 $. Donc c'est intéressant pour nous, mais aussi pour savoir un peu comment ça marche les noms de domaine. Donc en 2 secondes, il faut savoir que la personne qui a vendu, c'est le plus grand domaineur, mais c'est la personne la moins fiable du marché. Je pourrais raconter énormément d'anecdotes, mais en gros, moi j'avais écrit un bouquin en fait il y a un moment sur les noms de domaine, et il y a une phrase qui circule dans le secteur des noms de domaine qui est la valeur des noms de domaine est celle des actifs qui ont le plus monté et qui augmenteront le plus dans l'histoire de l'humanité, signé Bill Gates. Et ça, on la voit partout, dans tous les sites, on voit cette citation de Bill Gates. Et donc, j'ai demandé quand est-ce qu'il a dit ça, Bill Gates? Et cette personne qui a vendu à 850 000 $ la semaine dernière a répondu sur un forum public en disant en fait, c'est moi qui l'ai dit, mais je me suis dit que si on met Bill Gates, ça a quand même plus d'impact que si c'était moi. Et ce genre d'habitude, il ne fait que ça. Je l'ai vu en direct dans une enchère, à lever les petits panneaux alors que c'est son copain à côté. En fait, en gros, c'est très difficile de connaître la véracité de cette vente. Et c'est un peu comme on fait en fin d'année le window dressing, vous savez, pour les entreprises. Kevin, il connaît bien ça. Il faut que les comptes aient l'air bien. Donc, cette année, il n'y a pas eu beaucoup d'activité. Donc, voilà, on fait une grosse vente. En plus, le GoBet, c'est pour du pari sportif. C'est très malsain. Je pense que tout le monde ici connaît l'origine des fonds des sociétés des paris sportifs, où est-ce qu'elles sont situées. Donc, voilà, une info, mais qu'il faut prendre avec des réserves. Deuxième info, c'est sur... pareil, moi, je m'intéresse au monde des domaineurs et des registrars. Donc, les registrars parlent énormément d'une énorme faille. En fait, il y a eu un piratage qui touche, alors potentiellement, le FBI, le gouvernement américain, 450 des 500 plus grandes entreprises au monde. Ça s'appelle Sunburst, là, comme ça défile. Donc, je vous laisserai regarder ceux que ça intéresse. C'est SolarWinds, l'entreprise qui a été attaquée. Et les médias en parlent beaucoup. Derrière, ça serait le gouvernement russe. En fait, on aime beaucoup raconter des histoires. Je pense que la chose est beaucoup exagérée et c'est un bon moyen pour les registrars de montrer qu'ils ont des solutions de sécurité. En fait, c'est un angle d'approche pour les entreprises. Et aujourd'hui, les bons registrars, eh bien, ils se proposent sécurisation des DNS, sécurisation généralement de liés au nom de domaine. Donc, c'était ma deuxième actu. Mais regardez, parce que ça peut quand même être un événement important, Sunburst, énorme piratage avec un cheval de Troie, système classique. Et dernière actu, mais là, ça va être une transition pour les copains. Moi, j'étais un peu triste de Science et Vie, parce que donc Science et Vie, ils sont en grève depuis le mois de septembre. Ils ont été rachetés par Reworld Media il y a un peu plus d'1 an. Donc, en gros, Reworld Media, c'est le web poubelle. Hein. C'est des articles, c'est Closer, c'est Grazia, c'est... des articles sans intérêt, c'est du putaclic, et ils font pareil avec Science et Vie. Donc, ils ont viré les journalistes scientifiques, ils ont mis des gens qui, à la place, n'ont aucune formation, qui font des articles bidons. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un blocage, et malheureusement, ce système d'articles sponsors, etc., devrait aboutir. Alors, je ne suis pas voyant, mais le média ne devrait pas reprendre. Donc, voilà, Science et Vie, je ne sais pas si pour vous, ça a été une influence. Pour moi, oui, c'est un super mag. Et je pense que c'est les médias traditionnellement qui sont en train de devenir de la poubelle. Hein. Donc, un peu comme nous on fait en SEO. Moi, j'ai honte de faire des articles sur les fenêtres toute la journée. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est la tendance. Et c'est pas tellement de leur faute. Je sais pas si on peut faire autrement pour monétiser aujourd'hui de l'audience sur Internet. Donc, voilà mes 3 actus. Merci David. Alors oui, on va reparler un petit peu de ça tout à l'heure. Il y a d'autres actus qui vont tourner autour de tout ce côté journalisme. Ça va être, c'est en effet des choses à suivre. C'est ce qui se passe, c'est assez étonnant.
Alors, je vais te donner la main à Patrick qui va nous dire que Google nous a peut-être fait un cadeau de Noël, là, aujourd'hui, hier, en l'occurrence, après nous avoir un petit peu tapé dessus avec la Core Update, dont on va reparler un petit peu après aussi. Depuis hier, petit cadeau de Noël, Patrick. Yes, donc l'actu qui a défrayé Twitter, c'était le retour donc de la possibilité de forcer l'indexation des pages avec la Search Console, donc fonctionnalité très attendue, même si John Mueller se demandait bien pourquoi est-ce qu'on la voulait. Alors, clairement, c'est une question qui peut faire débat parce que évidemment une page qui s'indexe pas toute seule ou qui est pas crawlée toute seule, on peut se dire c'est qu'en fait elle est pourrie de par son maillage, que ça soit du maillage interne ou du maillage externe. Normalement Google est censé pouvoir la trouver et c'est ça qui fait qu'elle rankera. Donc je pense que ça va plutôt favoriser. Si on parle dans un cas hors bug d'indexation Google, ça c'est encore quelque chose à la marge, mais ça favorisera plus l'entrée dans l'index de pages, on va dire, de plus faible qualité, forcément. Ça fait un petit peu écho à ce que disait David juste avant, ou des choses un peu spam qu'on peut forcer avec des outils d'indexation à la main, évidemment. Mais bon. Toujours est-il que pour le lancement d'un site ou forcer une URL qui avait un souci, c'est le retour de la fonctionnalité qui était clairement très attendu par beaucoup d'entre nous. J'ai fait 2-3 tests moi depuis hier, y compris sur des pages à forte notoriété. Alors, il ne faut pas se leurrer, c'est pas non plus un truc qui te permet de rafraîchir ton cache Google en 3 minutes. J'ai lancé un truc hier après-midi, là aujourd'hui il n'est pas dans le cache et pourtant c'est une page qui envoie bien du PR. Donc, c'est pas non plus une baguette magique. C'est pas ça qui va remplacer le fait de bien faire son taf sur tous les leviers du SEO. Voilà. Okay. Moi, j'ai testé aussi hier, Patrick, et il y a des pages. Enfin, moi, c'est arrivé assez vite pour le coup. Sur le coup, je pensais que ça marchait pas, mais elles sont arrivées des nouvelles pages qui ont été indexées en quelques heures, quoi. Je parle bien de refresh, je parle pas de nouvelles quand je dis que c'est pas non plus fifou, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Ça marche. Après, de toute façon, c'est toujours les mêmes mécanismes qu'avant, à mon avis, au sens où ça te force l'indexation avec assez peu de filtres d'appliquer, et puis tu as tous les autres filtres qui vont t'exécuter. Exactement. Et puis, si tu as fait un truc pourri, au final, ça se verra bien. C'est clair. Comme d'hab, ça n'a pas changé. Voilà. Le retour à la normalité, ça fait un genre de rollback. Ouais. Super enchaînement, Patrick. Donc, en effet, retour à la normalité ou pas. Kevin, toi, tu as suivi un petit peu les actus qui sont sortis cette semaine sur la Core Update de Google de décembre. Et tu vas nous parler un peu de tout ça. Mais écoute, le premier point pour rebondir sur quoi Patrick parlait, moi j'ai trouvé amusant cette semaine de voir que des pages qui ne s'indexaient pas justement depuis près de 2 à 3 semaines ont été indexées exactement le même jour que le retour de ce petit outil que d'ailleurs j'avais prévu d'aller utiliser et c'est comme ça que j'ai découvert qu'elle venait d'être réindexée. Donc, est-ce que vraiment c'est que l'outil qui avait été supprimé ou est-ce que c'était vraiment un problème un peu plus global? Bon, je ne vais pas faire d'hypothèse, mais en tout cas, les pages sont indexées, il n'y a pas eu besoin d'utiliser l'outil. Mais si on parle effectivement des nouvelles qu'il y a eu à propos de la Core Update, on n'a pas voulu vraiment s'exprimer dessus ces 2 dernières semaines. Et je pense à juste titre parce que finalement, il n'y avait pas forcément grand-chose à dire. Tu as fait la transition avec cette idée de rollback. Alors, je me suis amusé à lire un peu tous les articles qui ont pu sortir ces derniers jours pour faire une première analyse. Et je ne vais pas faire une analyse moi-même, je vais simplement vous partager ce que j'ai compris de tout ça et ce que j'ai trouvé amusant. Et ce que j'ai trouvé très amusant, c'est que le mot-clé de tout ça, il y en a 2. C'est intention de recherche. Et quand même, c'est quelque chose dont on parle maintenant depuis des années. Comment créer du contenu qui réponde à la vraie intention de recherche de Google. Et le deuxième, c'est rollback. Et quand on met les deux ensemble, on se rend compte que finalement, ces variations, que ce soit Berthe, que ce soit décembre, que ce soit mai, que ce soit de nouveau décembre, un peu tous les 6 mois, il y a une tentative de Google d'améliorer la manière dont ils sortent des résultats de recherche liés à l'intention de recherche de l'utilisateur.
mais ça reste de l'intelligence artificielle. Et on va parler tout à l'heure de l'intelligence artificielle sur la création de contenu. Ça sera peut-être un parallèle à faire. Est-ce qu'une intelligence artificielle arrivera peut-être à comprendre plus rapidement et à créer plus rapidement du contenu pour Google? Parce que moi, il y a une phrase qui m'a marqué cette semaine et que j'ai trouvé très intéressante. C'est Matthew Woodward, qui est relativement connu c'est le moins qu'on puisse dire dans la communauté SEO internationale, et qui explique qu'il y a une énorme différence entre ce que tu penses être la recherche et l'intent, donc l'intention de l'utilisateur, et ce que Google pense que l'intention de l'utilisateur est. Et la plupart des conclusions que j'ai lues sur ça, finalement, c'est des conclusions qui expriment que sur ces 6 derniers mois, il y a eu des tests faits par l'humain et qu'au final, c'est l'intelligence artificielle qui décide. Et la seule chose qu'on peut faire un petit peu, c'est essayer d'aller aussi vite que l'intelligence artificielle et puis revenir en arrière dans 6 mois si finalement elle n'a pas forcément compris. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour cet update? Il n'y a pas vraiment de réponse magique, mais ce qui semble en tout cas avoir été le plus marquant, c'est cette volonté, encore une fois, d'aller au plus près de ce que l'humain voudrait, mais avec la question de est-ce que l'IA comprend vraiment ce que l'humain veut? Voilà. Deuxième petite actu, et c'est pas vraiment une actu en réalité, c'est plus un mouvement de foule qui, moi, m'a fait passer à l'action, et j'avais envie de poser la question à notre expert David. Cette semaine, vous le savez forcément, le Bitcoin a continué à grimper. Et ce que j'ai observé sur Twitter, c'est finalement plus que le cours du Bitcoin qui anime un petit peu la communauté depuis des semaines et des semaines, donc presque c'est plus une nouvelle news quand le Bitcoin continue à monter. Cette semaine, ce qui a beaucoup fait parler, c'est l'achat et la vente de noms de domaine autour du Bitcoin. Donc personnellement, je plaide coupable. Je me suis laissé embarquer. Je suis allé acheter quelques noms de domaine Bitcoin plus petite extension sympa, ou BTC et petite extension sympa. Et je me pose la question, est-ce qu'il faut acheter des noms de domaine dans la crypto, David? Est-ce que c'est un investissement rentable? Bon, ça serait l'occasion d'un débat. Moi, je suis désolé, hein, je dirais non, et qu'en fait, c'est une illusion d'optique. Ça serait tellement compliqué d'expliquer l'illusion d'optique, mais en gros, quand il y a une vente, finalement, cette vente, elle est publique. En fait, elle est publique, on en parle, mais on parle jamais de 99,99% des noms de domaine qui vont jamais se vendre. Et on a l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est assez connu en sociologie, c'est l'erreur écologique. En science, c'est le dilemme du survivant. C'est quelque chose qu'on connaît en science, mais intuitivement, on n'arrive pas à mettre en pratique parce que c'est une apparence. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais tes domaines, je mets la main à couper de Sarkozy, par exemple, pas la mienne, hein, mais bon, voilà, de Sarkozy, qu'ils vont tous expirer, que tu vas les laisser tomber parce qu'il y a que des vendeurs. En fait, tout le monde a enregistré des noms de domaine, tout le monde veut les vendre, mais celui qui va les acheter, il veut pas les acheter à toi, il veut les enregistrer aussi. Et des fois, il y a des ventes. Souvent, c'est des ventes bidons comme celle de Rick Schwartz dont j'ai parlé tout à l'heure, mais à mon avis, cette spéculation, elle est inutile aujourd'hui. Et il y a des noms de domaine dans les cryptos. Hein, il y a des noms de domaine qui sont pas dans la racine ICANN, c'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire que il faut des navigateurs spéciaux pour les voir. C'est des extensions complètement différentes et il y a toute une spéculation autour de ça. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun signal qui montre que ça devrait fonctionner. Donc je suis pas optimiste, sauf si tu as vraiment eu le nez creux. Mais je arrête là peut-être pour voir et on va voir comment ça va évoluer. On ouvre les paris alors et on en reparle dans un an à l'expiration des noms de domaine. Promis, si j'ai une offre d'achat au-dessus du prix d'achat, je viendrai en parler. Ok, David, d'autres actus, pas David, pardon, Kevin, d'autres actus, non, c'est bon. Ok, non, donc on va passer la main à Baptiste qui va, je crois, nous reparler d'intelligence artificielle, de journalisme. Ça va faire une belle transition avec les précédents intervenants. Bonjour à tous. Ben ouais, on se refait pas, du coup, on va parler contenu. Il y a 3 petites choses moi qui ont retenu mon attention. D'une part, le Washington Post, un des rares journaux aujourd'hui, a annoncé qu'il va embaucher plus de 1000 rédacteurs et journalistes à travers le monde, ouvrir
une antenne en Europe, des antennes en Asie, se monter davantage direction le web. Et en fait, on sait tous que, beaucoup de monde sait que derrière le Washington Post, il y a Bezos. Et que, en fait, ce qui est recherché à l'heure actuelle, c'est le traitement de l'info à la seconde. Donc, en fait, pour faire écho un petit peu à David avec le travail des journalistes qui est de plus en plus discutable, est-ce qu'on est face à des journalistes ou est-ce qu'on est face à de simples rédacteurs, etc., etc. On peut se poser la question de savoir quels profils vont être employés. Est-ce qu'on va vers une amazonification de l'info? Est-ce qu'on va... Voilà, ça m'a interpellé. J'avoue que un journal aujourd'hui qui annonce qui fait 1000 recrues d'un coup, il y a quelque chose derrière, quoi. Et en tout cas, ils vont passer quasiment full digital, je pense. Dans cette veine-là, après un journal qui embauche 1000 rédacteurs, on a Microsoft qui vire tous ses journalistes pour les remplacer par une AI. Tous les journalistes en fait qui étaient en charge de la rédaction des articles qui apparaissent sur la page de garde de Age et de MSN, je crois, de mémoire, ont été remplacés par une intelligence artificielle qui, a priori, fait aussi bien le job qu'eux. Donc là aussi, on peut se demander qu'est-ce que ça augure pour la suite. Est-ce que le métier de journaliste est amené à être remplacé petit à petit, ou au contraire, est-ce qu'on va vers une déformation de l'information qui peut être traitée par une IA? Là aussi, on peut se poser des questions aussi bien sur la forme que sur le fond, donc à voir vers quoi ça va mener. Là juste, Baptiste, toi tu disais, a priori tu as consulté des articles là générés par cette IA et c'était finalement pas si mal, pas pire qu'avant. C'est pas pire qu'avant en fait, et c'est ce qui fait un petit peu bondir, surtout en tant que rédacteur, se dire qu'aujourd'hui de la compilation d'informations et elle arrive l'IA arrive à le restructurer derrière de façon à ce que ce soit intelligible et digeste. On peut se poser la question justement sur la qualité du contenu auquel on est exposé au quotidien. C'est-à-dire que si on arrive à être satisfait ou à trouver la réponse là-dedans, peut-être il faut se poser des questions sur tout ce qu'on digère au quotidien comme info. Donc, je sais plus quel SEO disait il y a quelques jours que dans quelques années, il y aurait, tout le contenu serait généré automatiquement, qu'il n'y aurait plus besoin de ton beau métier. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai tendance à penser ça, en fait, dans la mesure où, si on est honnête, je ne suis pas des rédacteurs web qui disent le copywriting, le truc. Oui, certes, on raconte des histoires, etc. Mais 80%, 90% de notre travail, c'est aller chercher des infos en ligne et les resservir de façon mieux que les autres et ensuite plus structurée, peut-être mettre en avant des informations qui apparaissent peut-être un peu plus discrètement. Donc, on a plus ou moins tous les mêmes armes, plus ou moins tous les mêmes sources, et on ne va pas réinventer la roue à chaque article sur les fenêtres qu'on écrit. Donc, je veux dire par là que c'est clair et net que la source est là, la base est là du travail. Maintenant, reste à l'IA de faire le taf, et je crains malheureusement que nos heures soient comptées, du moins pour certaines parties des infos qu'on va trouver en ligne. Il nous restera encore justement toute la partie humaine de l'écriture, et encore que, et là ça me permet de faire le pont avec la troisième info que je voulais partager, NoRDF, un projet lancé par, c'est une chaire de recherche en fait qui est lancée par Télécom France, et en fait c'est en gros tout un programme, un projet scientifique qui vise à modéliser et à extraire les informations complexes à partir de textes de langage naturel. Donc, en gros, si on a déjà cette base de toutes les briques qu'on trouve en ligne et que nous, on remet en forme pour créer du contenu, si en plus, il y a une IA qui est en train de travailler sur le langage naturel, à savoir avec beaucoup moins de marqueurs sémantiques peut-être et thématiques, et qu'elle arrive en plus à en sortir quelque chose, là, on va être face à quelque chose de très, très intéressant très intéressant à suivre du moins, et très dangereux pour mon métier pour les années qui arrivent. Donc là, c'était un petit peu justement un point sur ces trois infos. Je trouve d'un côté, on embauche pour être worldwide, de l'autre, on vire pour mettre une machine, et en parallèle, on crée une chaire pour renforcer le pouvoir des IA et même les capacités des IA à traiter notre langage. Donc là, je pense qu'il y a de sérieuses questions à se poser sur le devenir de notre travail de rédacteur et à voir ce qu'on va devenir derrière.
Kevin? Ouais, je pense que c'est une année assez étrange d'ailleurs sur la création de contenu et tout ça, ça ouvre plusieurs directions, on peut dire, mais il y en a une qui va clairement quand même dans la direction de l'IA. Sur le sport, il y a SportScribe qui s'est lancé cette année, qui est un outil de création automatique de résumé de matchs sur la base de simples bullet points et de simples informations et de composition d'équipes, etc., qui sont des données qui sont accessibles partout sous forme d'API. Et ils arrivent à créer des contenus pour... J'ai plus les prix en tête, mais c'est une licence qui est à des prix ridicules. Et on se dit que finalement, payer une licence qui est capable de créer du contenu en temps réel, probablement optimisé pour du Google Discover ou quoi que ce soit, derrière, c'est quand même assez magique. Mais à l'inverse, ce que j'ai trouvé intéressant cette année, c'est un épisode qu'on avait fait sur une newsletter. C'est la montée en puissance aussi des newsletters, justement. Et les newsletters sont principalement, il y a eu énormément de newsletters créés par des journalistes cette année, justement avec cette volonté de retrouver une ligne éditoriale, une capacité à créer du contenu autre que putaclic. Et aussi, de manière intéressante, c'est ce qui ressortait dans plusieurs articles que j'ai lus sur le sujet, c'est la volonté des journalistes de commencer à être de nouveau un peu mieux rémunérés pour leur travail de recherche. Parce que c'est sûr que c'est difficile de demander à gagner des 1000 et des 100 pour du travail de putaclic. Mais ce travail de putaclic, s'il est fait par quelqu'un qui a une vraie compétence rédactionnelle, il commence à y avoir un décalage aussi compétences et attente de contenu produit. Il y a ça, et il y a ce que pardon Patrick, juste une seconde, je précise un truc. Il y a ça, et après, il y a tout ce côté que je dis, beaucoup de rédacteurs s'offusquent quand on parle rédaction web parce qu'ils parlent de storytelling, de trucs comme ça, en impliquant de l'émotion dedans. Mais justement, le programme dont je viens de parler, NordPF, travaille justement un petit peu sur l'informatique affective, à savoir être à même d'exploiter, entre guillemets, les émotions du lecteur, à savoir provoquer des réactions en fonction du discours qui va être amené aussi. Donc, l'intention, c'est pas loin derrière si on réfléchit, l'intention est vraiment pas loin derrière l'émotion. Donc, je pense qu'on va vers quelque chose de très, très spécial à ce niveau-là. Allez, un dernier mot, Patrick. Juste en complément, ce qu'il faut se rappeler, c'est que là, on a parlé de la vision côté rédacteur et producteur de contenu. Il faut se rappeler que la vision, en fait, c'est Google, dont on parlait beaucoup. Google se veut moteur de réponse, pas moteur de recherche. Et globalement, sur beaucoup de questions, en fait, les réponses, on lui en a donné à bouffer depuis des années et il a déjà tout ce qu'il faut. Donc, ça fait aussi un peu écho avec ce que je parlais, l'indexation de nouveaux contenus. A-t-il vraiment besoin de nouveaux contenus tout aussi qualitatifs soit-il? Voilà. Donc, du coup, c'est en ce sens-là que les gens ont du souci à se faire, que ce soit du contenu produit par de l'IA ou des rédacteurs. Google, il a déjà fait le tour. Pour de l'actualité, éventuellement, pourquoi pas. Mais le vrai danger, il est là. Et c'est aussi pour ça que les gens vont se tourner vers de la newsletter ou ce genre de choses, parce que peut-être ça peut amener une plus grande diversité et un renouveau et quelque chose de moins formaté que ce que Google et sa manière d'analyser l'information va nous ressortir en moteur de réponse. Voilà. L'avenir, il est vraiment sur quelque chose de transverse, c'est pas juste ce mot qu'on n'a pas utilisé depuis un moment, mais la Google dépendance. Voilà. Ok, bonne conclusion sur ce sujet, Patrick. Allez, moi, ma petite actu de la semaine, elle était beaucoup plus terre à terre. Alors, elle n'est pas exactement de la semaine, c'est déjà sorti il y a quelques semaines, mais moi, je voulais tout simplement vous parler de la dernière version de PrestaShop qui est sortie là en décembre. Donc, comme sur les précédentes versions, PrestaShop axe sur trois critères qui sont la productivité, la croissance et la robustesse. Donc, bonne nouvelle, enfin, une version de PrestaShop qui est compatible avec PHP 7.3. Alors, vous allez rigoler parce que 7.3, c'est déjà un peu vieux. Malheureusement, on n'a pas de PHP 7.4 ni de PHP 8, encore moins. J'ai testé un peu la 7.4, j'ai pas vu de gros plantage. Par contre, sur PHP 8, page blanche. Donc, après WordPress qui nous a dit que PHP 8 était supporté en bêta dans la 5.6, on n'est toujours pas prêt non plus, c'est PrestaShop. Le mouvement, malgré tout, que je vois moi sur cette version de PrestaShop, c'est de simplifier un certain nombre de choses. Alors, si on reste d'un point de vue technique, on a maintenant un peu plus de 50% du back-office qui est en Symfony, donc ça avance très doucement ce projet-là, mais ça avance. Voilà, je trouve que pour des petits commerçants,
l'interface va en se simplifiant. Il y a des choses de personnalisation graphique par presque drag and drop qui se mettent en place sans que ça soit des usines à gaz. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, je trouve, pour les petits commerçants. Une grosse amélioration du moteur de recherche. Alors, c'est pas du Elasticsearch, on est bien d'accord, mais il y a du Fuzzy Search, donc de la recherche un peu plus permissive, donc qui devrait permettre d'améliorer les taux de conversion. Ça va accepter les fautes d'orthographe, les choses de ce genre-là pour trouver les produits dans les listings. Voilà, 160 bugs corrigés dans cette version-là. Et à venir dans la prochaine version 1.7.8, la refonte de la fiche produit. Donc là encore, on améliore la productivité et la simplicité de l'outil. L'amélioration sur le multiboutique dans les prochaines versions. Voilà pour mes actus sur PrestaShop. Alors, on continue avec Abdel qui va lui aussi nous parler de e-commerce. Hop, je te passe la main. Hello tout le monde. Alors moi, je voulais finir du coup un peu cette année avec des actus qui étaient assez intéressantes, surtout là sur les dernières semaines. Et du coup, sur cette semaine, on a un truc assez intéressant qui est Instagram. Donc Instagram, ils sont un peu en train de pomper ce que fait Pinterest sur les nouvelles fonctionnalités shopping, parce qu'on le voit qu'il y a beaucoup de retours finalement de nos amis influenceurs qui voulaient absolument faire en sorte que le parcours utilisateur finalement d'Instagram vers des fiches produits soit de plus en plus simplifié. Et du coup, dans tout ce qui est fonctionnalité type réel, on a maintenant l'accès directement à des fiches produits avec un call to action view product. Donc, on peut cliquer dessus et arriver directement en fait sur le site du marchand. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça va encore plus accélérer le phénomène qu'on connaît tous depuis déjà une paire d'années, qui est l'influence marketing. Mais on voit qu'en fait, aussi dans le feed finalement d'Instagram, je ne sais pas si vous avez vu les dernières évolutions, on commence à vraiment ressembler à Pinterest sur cet aspect de visualisation des images et notamment aussi sur l'aspect finalement tout le monde se plaint en ce moment de son feed parce que le feed a un peu changé. Il essaie de retrouver quelque chose qui ressemble à Instagram d'avant. Mais en fait, le but d'Instagram, c'est clairement de commencer à ressembler à Pinterest sur l'aspect inspiration. Parce que pour l'instant, on est sur essentiellement un peu du Watch TV avec un scroll infini et puis l'idée de voir exactement ce que fait l'autre. Et là, l'idée, c'est d'apporter cette notion d'inspiration. Donc ça, c'est pour la première actu concernant Insta. Là, il faut toujours du coup exporter son catalogue vers Facebook. Hein, ça fonctionne comme ça. C'est ça, ouais. Il y a toujours cette logique-là. Okay. Par contre, on va dire à la mano, vous pouvez continuer du coup à faire ça, c'est-à-dire à sélectionner un produit en particulier et le mettre en avant via cette fonctionnalité. Je pense que ça va arriver, donc c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça va arriver bientôt, cette possibilité de généraliser un peu plus, mais là c'est vraiment pour mettre en avant un produit en particulier. Un produit spécifique, d'accord, ça marche. C'est ça. Après là, ce que j'ai vu passer qui était assez intéressant, c'est le fait que Leroy Merlin, du coup qui est clairement dans le top 20 des sites les plus vus en France, en Q1, ils avaient, donc c'était en avril-mai, je crois de mémoire, ils avaient ouvert leur marketplace, mais c'était vraiment avec 180 acteurs qui étaient juste les fournisseurs finalement de Leroy Merlin, donc déjà finalement des marchands triés sur le volet. Et là, l'idée c'est d'ouvrir leur marketplace, donc ils ont passé un peu la deuxième vitesse en se disant qu'il fallait clairement du coup qu'ils ouvrent leur marketplace pour proposer encore plus de produits. Et le fait que maintenant, ils ont quand même des grosses performances, que ce soit sur l'aspect SEO que sur l'acquisition globale, ils se sont dit qu'il fallait à un moment donné monétiser ça, et du coup que le programme de marketplace pourrait forcément coller à ça. Donc ils sont en train d'ouvrir actuellement leur marketplace à beaucoup plus d'acteurs. Donc je pense que des petits e-commerçants de niche qui sont sur des thèmes bricolage, clairement il faut y aller, ou décoration, ou ce genre de choses. Et en plus de ça, en termes de tiers de confiance, Leroy Merlin il se rapproche quand même dangereusement d'Amazon sur cet aspect-là, parce que quand on regarde, en tout cas quand on est dans cette logique finalement de faire des travaux chez soi ou du bricolage, on passe forcément par la case Leroy Merlin à un moment ou à un autre. Et c'est vrai qu'Amazon n'apporte pas finalement cette expérience utilisateur qu'a Leroy Merlin. Donc je pense que la logique marketplace, elle a du sens. Je peux vous poser une question. En fait, est-ce qu'il ferait le problème d'Amazon aussi, c'est que
lorsque tu fais des ventes, ils ont toutes les données et ils sont capables de te doubler en s'approvisionnant. Est-ce que Leroy Merlin, tu crois qu'ils auraient les mêmes stratégies ou c'est vraiment simplement pour bien utiliser leur trafic, comme tu as dit? Est-ce qu'on a le même risque? Parce qu'il y a pas mal d'e-commerce qui ont un peu peur, non? Leroy Merlin, non, parce qu'ils ont quand même cette notion de GSS historique, de grande surface spécialisée. Et en fait, ils ont toujours cette logique-là de mettre en avant quand même des grosses marques ou des marques dans la globalité. Moi, je le vois, ne serait-ce que sur les implantations en tête de gondole ou sur les partenariats qu'ils font, ils sont hyper transparents. Donc, ça collerait pas du tout finalement avec c'est pas des distributeurs, c'est pas des producteurs. Ouais. Non, c'est des distributeurs et si on regarde, je pense qu'aucun de nous ici peut me dire clairement quelle est la marque de Leroy Merlin en termes de marque distributeur. Et ils en ont tout simplement pas. Ils ont des partenariats magasins, des implantations de magasins spécialisés, des corners de marque, ce genre de choses, mais ils n'ont pas spécialement finalement des MDD et ils n'ont pas cette logique-là de vouloir pousser encore plus. Je pense la data finalement dans ce retranchement en mettant en avant certaines marques et en essayant de faire la même chose en version Leroy Merlin. Donc pour moi, il y a vraiment cette logique-là d'accompagnement. Et puis ils sont quand même dans cet esprit francophone, moi que j'aime bien, des e-commerçants qui tendent à essayer de promouvoir ce qu'on fait sur l'Hexagone. Donc ça, c'est une bonne chose, surtout en les temps qui courent. Et pour rebondir sur la troisième actu qui est la suite logique finalement, c'est que Wish s'est fait toper par la DGCCRF parce que ils mettent en avant beaucoup de produits connus. Donc on voit les fameux écouteurs Apple, les fameux drones DJI, mais en fait quand vous arrivez sur Wish, il n'y en a aucun quoi. Il y a pas de drone DJI, il y a pas de mais ils les mettent en avant et du coup à un moment donné la DGCCRF ils se sont dit bon, fallait calmer un peu le jeu. Et puis il y a aussi cette logique là sur l'année. En fait, c'était ça qui était assez effarant, c'est que sur l'année la DGCCRF ils ont relevé plus de 200 cas où des produits étaient à moins 90%. Donc, à un moment donné, il n'y a plus aucune logique commerciale dans la réduction et ils se sont dit qu'il fallait quand même mettre le haut là. C'est que pour les gamins, Wish, non? Ah ben non, c'est pas que pour les gamins. Wish, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la startup qui a créé cette addiction finalement à l'achat en rendant via leur application cette expérience ludique. Là où d'habitude, en fait, finalement, tu sécrètes de la dopamine quand t'es sur la thank you page, quand t'es sur la page de confirmation de commande et que t'es content d'avoir acheté. Là, l'idée, c'est qu'en fait, on te propose, et c'est là où Wish ils sont forts, parce qu'ils ont un algorithme de suggestion de produits qui est en phase avec ton expérience de navigation. Et du coup, Wish, par exemple, leur algorithme est beaucoup plus pointu que sur Amazon, sur les suggestions des produits, parce que finalement, en fait, l'addiction sur Wish, c'est de se dire, je peux acheter pour pas cher des produits qui potentiellement sont hyper chers et qui ne sont pas du tout dans mes moyens, et finalement, je peux me faire plaisir. Et du coup, ils sont dans cette logique de plaisir, et le volume, et finalement, la renta, elle est sur le volume, et elles n'ont pas sur le produit en lui-même, tu vois. Donc, c'est un peu ça l'approche. Et du coup, là, forcément, à mon avis, ils vont un peu se calmer sur l'acquisition en France parce que, en France, c'est eux qui ont le plus de Facebook Ads, de campagnes Facebook Ads déployées en même temps. Donc, ils sont arrivés au score faramineux de 16 000 campagnes en simultané, ce qui est énorme pour Facebook Ads. Et d'ailleurs, ils ont, leur pôle acquisition, c'est clairement là où ils mettent le paquet. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses côté Wish qui vont se passer. Mais là, la DGCRF, ils ont un peu calmé au passage. Donc, on va voir au moins dans les SERP un peu moins de Wish et un peu plus d'acteurs locaux, quoi. Donc, et pour finir, moi, j'ai un truc qui m'a un peu fait rire. C'est que notre fameux là, JP Fanguin là, il a eu droit finalement à aussi un rappel à l'ordre parce que je pense que tout le monde connaît le fameux la question est vite répondue. Et là pour le coup, il s'est fait toper par les policiers de son canton parce que lui il est de Suisse et du coup il est passé au tribunal. Donc là il a fait appel de la sentence au tribunal et il a été condamné pour non
pour conduite sans permis de conduire. Et donc ça, c'est déjà un premier problème. Et le souci, c'est surtout qu'il a utilisé les plaques d'immatriculation de la voiture de sa mère sur plusieurs voitures de location pour éviter que dans les fameux spots qu'il diffuse sur YouTube et Instagram, etc., qu'on sache que c'était des voitures de location notamment. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, il a fait un private joke un peu le président du tribunal en lui disant toi qui disais que prendre le bus c'était pour les pauvres, je t'invite à prendre des transports en commun, ça sera les pieds. donc voilà. Bon, il a fait appel de la décision, mais je pense qu'il va prendre encore plus lourd pour le coup. Mais à mon avis, c'est assez marrant parce que il était sans emploi au passage. Donc voilà, ça en dit long, on va dire, sur le reste de ce qu'il promouvoit, quoi. Ok, merci Abdel. Bon, eh bien messieurs, je crois qu'on va continuer à parler de plaisir malgré tout. Nous, on enregistre cette vidéo le 24 décembre, donc il est temps pour nous de vous laisser et d'aller profiter un peu de ce Noël particulier. Merci à tous, restez prudents et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci messieurs. Bonne semaine. Merci à tous. Ciao. Merci à tous, à bientôt.